Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, se battre contre le vent alors que tu ramasses les feuilles mortes, ça sert à rien mon ami. Pauvre Nagui. Sur sa carte d'identité, il y a écrit « Signe particulier, tous ». Il a une passion pour les feuilles mortes. Il ne supporte pas que le vent les éparpille. Enfin, on fait ce qu'on peut pour ne pas penser à la vie. Vous êtes prêts? C'est parti pour de la molte et de la mort. Alors, De la Molte et de la Mort est une comédie horrifique italienne sortie en 1994 et réalisée par Michele Soavi. Né en 1957 à Milan, Michele Soavi s'intéresse dès l'adolescence au cinéma en faisant des classes d'art créatif tout en voulant devenir acteur. Pendant ses études d'acting, il en profite également pour se former au métier de caméraman. Cette expérience va lui permettre d'être assistant réalisateur pour des cinéastes comme Lucio Fulci sur Frayeur et Joe D'Amato sur les nanars post-apo 2020 Texas Gladiator et Le Gladiateur du futur. Des titres qui vendent du rêve, mais c'est clairement au milieu des années 80 que sa carrière va prendre un nouveau tournant avec la rencontre du maître du giallo, le maestro Dario Argento. Ce dernier va le prendre sous son aile sur les tournages de Phenomena, Opera et Tenebre. L'entente sera telle que Michele Soavi va réaliser un documentaire sur le cinéaste de Suspiria, à voir absolument, Il Mondo dell'Oro di Dario Argento. J'adore mon accent. Après cette entente enrichissante auprès du maître, Michele Soavi veut se lancer dans le grand bain en étant derrière la caméra et ça commence en 1987 avec Bloody Bird. Dernier bon giallo à une époque où le genre commençait à perdre de sa superbe. Le film, très violent, met en avant une troupe de théâtre aux prises avec un tueur en série échappé d'un hôpital psychiatrique, se révèle encore aujourd'hui impressionnant avec des mises à mort très fortes graphiquement. Après ce joli succès, Dario Argento lui confie la réalisation de 2 films, d'abord Sanctuaire ou La Chiesa en 1989, à l'origine prévu pour être le 3e volet de la saga Demon, réalisé par Lamberto Bava, dont le premier a été chroniqué sur la chaîne. Une brouille entre Argento et Bava fera partir le projet dans une autre direction avec cette histoire de force du mal enfermée dans une cathédrale et qui réussissent à s'échapper pour répandre la mort. Et la secte, ou la Cheta en 1991, suivant une institutrice poursuivie par une communauté adepte de rituels sataniques. Même si on sent l'influence du papy Argento sur les 2 projets, Michele Soavi arrive à s'émanciper de son mentor pour proposer 2 œuvres à l'ambiance dérangeante et à l'atmosphère horrifique vraiment pesante, typique de l'horreur italienne de l'époque, sans forcément tomber dans la série B gratuite, mais au contraire disposant d'une vraie patte visuelle à l'écran. Ensuite, il sort le film du jour qui aura un beau succès et qui sera récompensé dans différents festivals de cinéma fantastique, puis il délaisse le cinéma pendant une bonne dizaine d'années pour rester auprès de sa famille. Bon, il mettra en scène quelques téléfilms policiers, mais il signera son grand retour en 2006, fini les psychopathes, les démons et les zombies, pour partir sur un polar vénère comme on en fait rarement, Arrivederci amore, ciao. Adapté du roman de Massimo Carlotto, le film est un pur opéra de la mort où un ancien terroriste, tout juste sorti de prison, va tenter de mener une vie normale, mais va très vite sombrer dans une spirale infernale faite de violence et de crimes. Une dissolution générale des principes où le chaos et la trahison règnent en maître, l'un des films les plus puissants du cinéma italien de ces 20 dernières années, aucun débat. Par la suite, ces 2 derniers films, Il Singhe dei Veti, drame historique durant la Deuxième Guerre mondiale tiré du roman controversé de Giampaolo Pansa, par ses indéniables qualités narratives et par son sous-texte politique, il reste une charge vénère sur les horreurs de la guerre et les contradictions envers le peuple. Là où La Sorcière de Noël, sortie très tardivement en 2018, malgré un esprit bon enfant et un univers fantaisiste, sa dernière œuvre reste clairement son travail le plus mineur par rapport à ce qu'il a pu faire auparavant. Souvent considéré comme l'un des derniers artisans d'un cinéma de genre italien aujourd'hui en pleine déliquescence, Michele Soavi a su éviter de tomber dans le cinéma d'exploitation primaire pour imposer une griffe entre bis transalpin et appropriation baroque de certains cinéastes comme influence, que ce soit Terry Gilliam et Federico Fellini entre autres, pour ses histoires décousues et son inventivité esthétique. Un cinéaste au tempérament caractériel explosif, s'emparant parfaitement des codes narratifs et visuels propres au cinéma italien pour mieux les remodeler à son image pour des œuvres clairement difficiles d'accès pour certains et pas destinées à tous les publics. Reste malgré tout un réalisateur important qui a su marquer durant son époque dorée et innover à un moment où l'on commençait à avoir peur de se renouveler, l'exemple le plus probant étant le film du jour. En effet, on est au début des années 90, l'auteur Tiziano Sclavi crée la nouvelle De la Molte et de la Mort qui entretient des sujets similaires avec une précédente œuvre très populaire de l'artiste. Très vite, le succès est tel que Michele Soavi en achète les droits. À noter qu'un studio américain était chaud pour le financer et le distribuer, mais voulait imposer Matt Dillon dans le rôle principal. Le cinéaste italien décline l'offre car il voulait Rupert Everett, un choix pas anodin, vous allez comprendre pourquoi. Ainsi sort en 1994
de la morte, de la mort. L'histoire se situe dans la petite ville italienne de Buffalora. On suit Francesco de la Morte, modeste gardien du cimetière de la ville, qui, accompagné de son assistant simplé Niaghi, a quelques soucis d'ordre surnaturel. En effet, les morts enterrés dans son cimetière reviennent à la vie au bout de 7 jours après leur décès avec une folle envie de chair humaine, un mal qui se propage de nuit en nuit, une vie complexe accentuée par la rencontre d'une veuve dont il va tomber amoureux. Véritable conte poético-baroque sur une condition humaine condamnée cycliquement à sa propre disparition, De la morte et de la mort est une pure allégorie sur la mort où notre héros n'a aucune prise sur le monde qui l'entoure, subissant le joug des morts qui reviennent à la vie. Un univers burlesque inspiré de différentes peintures, concentrant un scénario beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, sortant du simple postulat horrifique, car puisant aussi bien dans le roman original, mais également dans une autre œuvre créée par Tiziano Sclavi, Dylan Dog. En effet, créé en 1986, Dylan Dog se passe à Londres et narre l'histoire d'un ex-policier qui décide de travailler seul pour s'occuper d'affaires que personne ne veut car d'ordre surnaturel. Considéré par la ville comme un charlatan, le mec va pourtant au fil de ses aventures affronter vampires, loups-garous et autres démons, non sans draguer les jolies filles et écouter du métal pour s'occuper. Devenu l'un des fumetti les plus populaires en Italie, le succès est tel que, outre le film du jour qui reste une adaptation très libre du fumetti, Dylan Dog aura droit à une adaptation officielle sortie en 2011 avec l'ex-Superman Brandon Routh dans le rôle titre pour un résultat sympathique à défaut d'être oubliable. Derrière, vous avez pu m'entendre dire fumetti. Alors un fumetti, qu'est-ce que c'est? Si je schématise grossièrement, en France, on a la BD, aux États-Unis, on a le comics, au Japon, on a le manga, et en Italie, on a le fumetti. C'est l'équivalent de la bande dessinée chez nos voisins transalpins. Je vous parlais d'ailleurs de l'acteur Rupert Everett. Pourquoi ce choix? Tout simplement par le fait que le personnage de Dylan Dog a les mêmes traits que le comédien britannique. C'est pas pour rien que Michele Soavi voulait imposer Rupert Everett pour son film. A noter qu'il y a un numéro paru en 1989 où Dylan Dog et Francesco de la Morte se rencontrent. Voilà, c'était la petite anecdote. Personne n'est venu aujourd'hui. Je me suis tourné les pouces. Même notre ami l'amiral a disparu. Il faut espérer qu'il reviendra demain. Oui, revenez, restez plus longtemps. C'était un homme si distingué, si élégant, cet amiral. Curieux ovni qu'est ce De la Morte et de la mort. D'abord parce que plus qu'un simple film de zombies, il se présente comme un rôde sur les questionnements existentiels de son héros, s'interrogeant sur sa foi, mais également son travail, exploser le crâne de cadavres putréfiés revenant à la vie dans son cimetière. Est-il le seul à faire ça, ou est-ce que c'est une épidémie mondiale? Pourquoi se relever de son sommeil alors que la ville de Buffalora a l'air aussi morte et chiante que son lieu de travail? Tant d'interrogations que le cinéaste disperse dans des digressions narratives pour se concentrer sur son duo totalement décalé. Et ça c'est le breton? T'es cinglé? C'est ma lecture préférée. Ah, c'est pas parce qu'on nous a donné le nouveau bottin qu'il faut forcément jeter l'ancien, tu comprends, c'est un classique. Francesco de la Morte, bloqué dans une morose mélancolie, tentant de se connecter à son passé en gardant certains contacts qui lui permettent de ne pas perdre la raison, comme Flanco, ami d'enfance bossant comme employé municipal, une fragilité sexuelle dont les ressentis, clairement défaillants, vont l'amener à tomber amoureux de la veuve d'un homme riche joué par la belle Anna Falchi. Une idéalisation de la femme parfaite pour Francesco où par ses rêves et fantasmes, l'amour paraît inévitable. Encore faut-il aller au-delà de ses limites, car comme dit dans le film, qu'on soit laid, beau, bête ou intelligent, on finit tous un jour 6 pieds sous terre. Salut. Oh mon Dieu. Je suis navré. Je ne voulais pas vous faire peur. J'attendais quelqu'un d'autre. Francesco, par sa voix off très présente, est à la fois le témoin, l'acteur et le doux rêveur de sa propre aventure. Niaghi est le simplet, le sidekick rigolo qui ne sait rien dire qu'un seul mot, enfin si on peut appeler ça un mot, Nia, interprété par François Hadji Lazaro, leader du groupe de rock français Les Garçons Bouchés. Il est le collègue de Francesco, veillant sur la propreté de l'endroit, mais bien sûr l'aidant dans son combat contre les morts-vivants. Monsieur le maire, vous pouvez dire à votre fille de se pousser? Oui, bien sûr. Et quelquefois, il s'agite un peu et c'est... Oh, mais je suis sûr qu'il est charmant. Où on était? Ah oui, le changement. Oui, nous nous proposons de suivre une éthique, comment dirais-je, consensuelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse, on dirait. Non, il est sur le point de... Un cercle vicieux de répétition sur ce couple comique très dans l'esprit Laurel et Hardy
vecteur principal de l'action, des enjeux et seul point de vue diégétique sur le spectateur. À part l'accident des motards avec le bus qui causera la mort d'au moins une trentaine d'adolescents, les deux personnages, ou du moins Francesco, est toujours présent sur chaque scène, de près ou de loin pour ne pas perdre les tristes événements de leur quotidien qui sont clairement leur gagne-pain. Oh. Oh Nagui, je suis navré. Je voulais pas. Par sa beauté plastique, ce qui frappe en premier lieu, c'est comment Michele Soavi, par le biais de sa mise en scène, arrive à s'éloigner de l'horreur pure de ses précédents films, tout en gardant le grotesque et le macabre en point d'orgue de son univers fantaisiste. Toutes les figures zombiesques, spectrales et humaines arrivent à s'entrecroiser sous une lune ocre qui surplombe les pierres tombales, même si la frontière au fur et à mesure devient floue. Mauro Marchetti, directeur de la photographie qui avait notamment travaillé sur Le Dernier Tango à Paris et 4 mouches de velours gris, propose chaque plan comme un tableau et où le contraste de couleurs apporte une plus-value sur l'ambiance surréaliste, notamment la limitation entre la vie et la mort, ou plutôt le bien et le mal. Le bien étant très éclairé, le mal étant plus tapi dans l'ombre, mais la deuxième partie vient brouiller les pistes. Les morts voulant revivre, là où les vivants se morfondent dans leur vie et attendent leur fin inéluctable. Même Francesco perd pied dans son combat, on le croyait héros en empêchant le mal de se répandre sur Terre, il devient criminel en tuant les personnes qui jouent avec ses sentiments ou qui lui ont fait du tort. Un ami à vous ? Écoutez, il n'a plus aucune famille et son coma est hélas irréversible. Il me faut une signature et je pourrais le débrancher sans attendre. Cette dualité entre la vie et la mort représente la quintessence de ce qui est censé véhiculer de la molte et de la mort, et en cela, Francesco et Nagui, pourtant amis, sont diamétralement opposés. Francesco est froid, désabusé, cynique et n'appréciant guère côtoyer les vivants, si bien qu'il fait courir une réputation d'impuissance sexuelle, malgré son physique plaisant. Il est certes vivant à l'extérieur, mais mort à l'intérieur. Nagui, au contraire, est gros, un peu idiot, mais doté d'une grande gentillesse et jovialité envers son entourage. Bref, il vit la vie à fond, malgré ses moyens physiques et intellectuels limités. On s'est déjà vu, non? Ah oui, maintenant je me souviens. Tu m'as vomi dessus. C'est adorable. À travers ces cadres, le cinéaste joue avec différents effets de style pour plonger le spectateur dans un monde où le jour et la nuit, opposés esthétiquement, se croisent par les mœurs de nos héros. Via travelling circulaire, mouvements de caméra qui servent l'avancée de notre duo, ralentissement d'images affichant par la figure du zombie qu'il peut être lié au beau, ou encore musique rock pour créer ce décalage. Ayant voulu le groupe Tangerine Dream pour la BO, le choix se portera finalement sur Manuel De Sica, fils du réalisateur Vittorio De Sica, proposant des thèmes baroques sur l'absurdité tragique présente à l'écran. Vous êtes supposé donner l'exemple, vous allez immédiatement rentrer dans votre cercueil. Vous croyez que je vais obéir? Vous me devez votre poste. Ne l'oubliez pas. Descendez de cette échelle ou je tire. Vous oseriez? Hein? Je suis le maire. Ex. Un parti pris artistique assumé sur l'imagerie très cliché des films d'horreur gothiques, notamment ceux de la Hammer, statues imposantes, catacombes ténébreuses, pierres tombales recouvertes de végétation, brouillard, sans oublier, on reste dans l'horreur, une bonne dose de gore très cartoonesque par moment, même la présence de la faucheuse enrichit une dimension surnaturelle sur l'inexplicable réveil des morts vivants. Des plans somptueux et très soignés, tirant une forte sensation d'étrangeté et d'inconnu comme le final, sans aller trop dans les allégories, inattendues mais hautement symboliques, délivrant un point de vue sur l'existence humaine et cet enfermement de répétition qui se profile à l'horizon auquel nul ne peut échapper. Une impossibilité de fuite sur cette route menant nulle part ou par ce tunnel transition de la vie et la mort qui finalement ne font qu'un. Une illusion accentuée par la représentation de 3 femmes, tous jouées par Anna Falchi, significatif d'un monde clos sur lui-même, Francesco devenant le jouet freudien, amour, jouissance, haine et impuissance, métaphore et réflexion graphique où le seul moyen de quitter cet univers est de détruire ce qui l'englobe. Une approche analytique où le rendu mystérieux de l'ensemble rend cet objet filmique unique. Et maintenant, est-ce que je suis contaminé? Est-ce que je serai un revenant quand je serai mort? Et qui sait, peut-être que Nagui... Non, pauvre Nagui, jamais il n'oserait me fracasser la tête à coups de pelle. Hé! Une morsure ne tue pas, imbécile, regarde-moi! Tu vois bien que je suis vivant! Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Étrange, drôle et pessimiste à la fois, De la Molte et de la Mort démontre par la tradition zombiesque popularisée par George Romero
la fin d'une ère sur un cinéma de genre transalpin faisant semblant d'être encore en vie, la télévision prenant de l'ampleur sur les salles obscures et dont Miyagi s'abreuve à longueur de journée. Ajoutez à cela des effets spéciaux discrets et plutôt fun, suivant une logique humoristique, personnellement comment ne pas être marqué par le motard zombie. Récompensé au festival de Gérardmer, il faut savoir apprécier la stupidité sous toutes ses formes dans cette œuvre assumant pleinement son concept, à la fois divertissement décomplexé sur la violence et le sexe, et matière à réflexion sur les méandres clairs et sombres dans l'imagerie de la société italienne, mais pas que. De la Molte et de la Mort est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, De la Molte et de la Mort, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Pas forcément sorti à sa période la plus intéressante. Ça reste malgré tout un pur bijou du cinéma fantastique italien que j'ai vraiment envie que vous découvriez. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.